C'est mon appareil qui parle? Non, il demande l'autorisation à tout le monde. Bon. Ok, donc voilà, je me retrouve au bord de la rivière et il fait tellement chaud que je peux rien faire. Et je dis, bah, je vais emmener 2, 3 bouquins au bord de la rivière. Et je prends ce bouquin et je le lis en 3 jours. Bon, j'avais que ça à faire, hein, mais en 3 jours, je l'avais lu et c'était tellement passionnant que je cochais, quand je lis un bouquin et que ça m'intéresse, moi je stabilote pas, je coche les pages en bas et après je fais la synthèse. Et là, je vous le cache pas, regardez, tout corné en bas, vous voyez? Et puis après, je suis revenu et j'ai commencé à faire la synthèse. Et je me suis dit, mais ce bouquin, il est super. Pourquoi il est super? Parce qu'au fond, voilà une histoire, voilà une aventure d'un homme qui sauve une entreprise. Bon, ça, c'est pas le premier, ce ne sera pas le dernier, mais surtout, il le fait avec l'ensemble des concepts CT. Et là, c'est quand même intéressant, ce thème-là, il est CT, il a été formé par Lénart, il connaît bien. Or, à aucun moment, il ne cite Vincent Lénart. Et on va voir qu'il cite en vérité Jean-Marie Descarpentries, qui est un ami de Lénart et que je connais personnellement. Donc je me dis, ce bouquin, il est tellement super, c'est tellement une synthèse de CT. D'abord, il a sauvé l'entreprise, j'allais dire, c'est métaphorique, mais grâce au concept CT, mais lui, il ne le sait pas. Hein. Mais surtout, je me suis dit, mais ce bouquin, il faut absolument que les CT le lisent, parce que pour mettre en œuvre, comprendre, apprendre les concepts CT, c'est quand même plus vivant, plus intéressant. Et donc, j'avais envie de vous en faire la synthèse pour que vous puissiez percevoir de façon vivante ce qui se passe et ce qu'on enseigne au fond. Et moi, je le connais dans des dizaines d'entreprises, hein, j'ai accompagné Nicolas aussi énormément d'entreprises, et je peux vous témoigner de ce que c'est que les concepts CT, la culture CT dans une organisation, c'est d'une richesse infinie, mais dont nous n'avons pas le monopole, c'est la culture de la complexité, hein, je vous le rappelle. Hein. Donc, c'est des choses que vous connaissez bien et dont nous n'avons pas le monopole, mais Hubert Joly et Lénart ont tous les deux un point commun, c'est qu'ils ont une approche intégrale. Et dans cette approche intégrale, comme Collins par exemple, dans l'approche intégrale, il ne s'agit pas de trouver la solution et de dire, mais allez, quel est le truc qui pourrait sauver l'entreprise? Ça n'a pas de sens. Que ce soit Collins, Lénart ou Joly ou d'autres, hein, même Morin, il dit non, il y a un certain nombre de paramètres à prendre en compte, un certain nombre d'éléments dans le cadre d'une vision intégrale, et à ce moment-là, c'est la convergence de tous ces éléments-là qui fait la réussite. C'est exactement ce que dit Collins. D'accord? Souvent, Jim Collins, on lui dit, mais regardez, vous parliez de l'entreprise XY, cette entreprise actuellement ne va pas très bien. Comment vous l'expliquez? Il dit, mais moi je peux l'expliquer très bien, j'ai été voir ce qui se passait dans l'entreprise. Ben, vous savez quoi? Sur les 5 paramètres de good to great, ils n'en utilisent plus que 3. Il y en a 2, ils ont fait l'impasse. Eh ben, je ne suis pas étonné de ce qui se passe. Vous comprenez? C'est ça l'idée. C'est le fait que c'est l'ensemble des concepts qui donne sa puissance. Est-ce que ça vous paraît clair? Oui. Merci. Répondez-moi, sinon je me crois tout seul. Donc, voilà. Alors, quelques principes que vous connaissez par cœur, hein, bien sûr. L'idée, c'est qu'une entreprise ira rarement plus loin que son équipe de direction, qui n'ira jamais plus loin que son dirigeant. Ça, vous nous l'avez entendu dire plusieurs fois. Alors, pour moi, c'est une base. C'est une base avec laquelle je relationne avec mes clients et avec lesquels je travaille. Alors, juste avant, je vais y revenir. Ah, attendez, excusez-moi, je crois que je vais y revenir. Hein. Voilà. Un élément clé, c'est donc la vision intégrale. Ça veut dire quoi la vision intégrale? Ça veut dire que, et ça vous le connaissez, hein, ça c'est un des concepts CT, souvenez-vous, hein, les 5 éléments de la culture CT, l'accompagnement individuel, l'équipe, l'organisation, la mise en intelligence collective autour d'enjeux et de visions partagées. Vous allez voir ça, c'est limpide. Okay? Mais ça sous-entend d'abord d'avoir une vision intégrale. Alors une vision intégrale, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on va le prendre par n'importe quel bout. Je m'explique. Vous faites un coaching de dirigeant ou un coaching de responsable. Eh bien, vous savez très bien que derrière lui, il y a un codir et derrière lui, il y a une entreprise. C'est-à-dire que ce dirigeant ne fait pas un coaching pour lui-même, il fait un coaching pour accompagner son codir qui accompagne son entreprise. Hein, je rappelle, c'est une logique.
Prenons-le à l'inverse. Nous accompagnons une entreprise. Alors, accompagner une entreprise, ça veut dire, très clairement, qui gère l'entreprise, qui dirige l'entreprise, qui décide pour l'entreprise, c'est Le dirigeant. Le dirigeant. le dirigeant, n'est-ce pas? Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Vous voyez? Dans la vision intégrale, souvenez-vous, reprenez-le, une entreprise n'ira jamais plus loin que son codir, qui n'irait jamais plus loin que son dirigeant. Donc, qui dirige l'entreprise? Le codir. Vous voyez le paradigme qui change? Un codir, à quoi il sert? Non pas une collection d'individus où chacun gère la fonction, DRH, DRH, directeur industriel, etc. Non, non, non. Le codir est une entité en tant que telle qui gère l'entreprise et par ailleurs, c'est second, il est composé de multifonctions. Est-ce que vous sentez le changement de paradigme? Vous sentez la différence? Un codir n'est pas une juxtaposition des fonctions. Sinon, c'est une collection d'individus. Un codir. Oui. Tu veux dire un bon codir, alors, Serge? Un bon codir. Et un codir qui est ce qu'on appelle non limitant. Tu vois, parce qu'une entreprise n'ira jamais plus loin que son codir. Si son codir, c'est une collection d'individus, elle n'ira jamais plus loin que la collection d'individus. Tu comprends? Si le codir, c'est une équipe ressource ou une équipe solidaire ou une équipe performante, alors l'entreprise deviendra performante et solidaire. Est-ce que ça te paraît clair? Puisque ce qui est premier, c'est l'exemplarité. Vous vous souvenez dans la vision, ce qui est premier, c'est l'exemplarité. Et dans l'exemplarité, il y a l'exemplarité du codir. C'est le premier exemplaire, premier système exemplaire. Ça va? Ça vous paraît clair? Oui. Oui. Donc, accompagner une entreprise, pour nous, coach, team builder, c'est d'abord accompagner un codir et accompagner un dirigeant. Si j'accompagne une entreprise, je vais automatiquement, les poupées russes, accompagner le codir et le dirigeant. Je le sais, c'est automatique. Vous comprenez? Je ne vais pas juste accompagner les équipes sur le terrain. Si j'accompagne le codir, alors je vais automatiquement accompagner le responsable, le dirigeant. Coach and team. Coach, team, intelligence collective, vision partagée. Est-ce que ça, pour vous, c'est clair? Oui. Et donc, notre ami Hubert, il a la vision intégrale. Il sait très bien que seul, il ne peut rien faire. D'ailleurs, on va le voir dans les croyances, dans le nettoyage des croyances, il dit « Le temps des super-héros est terminé. La complexité n'a pas besoin de super-héros. Elle a besoin d'animateurs d'intelligence collective. Elle a besoin de responsables porteurs de sens. » Comme ça commence à vous chauffer les oreilles ou pas? Oui. Alors, donc je reviens en arrière. Donc la vision intégrale, ok? Alors, d'abord, regardons l'entreprise. C'est une success story, mais moi, je n'insiste pas sur la success story parce qu'encore une fois, il y en a des dizaines ou des centaines et ça dépend surtout de la façon dont on régénère une entreprise, on la soigne, on la sauve parfois. D'accord? Alors, donc bonjour à tous ceux qui rentrent, mais on a déjà démarré, j'en suis désolé, mais on n'en est pas loin. Donc, prenons l'entreprise Best Buy déjà, ok? Alors, je l'ai appelé le Darty américain, parce que moi, je ne connaissais pas, j'en avais jamais entendu parler, d'accord? Mais si je dis le Darty américain, je pense que ça parle à tout le monde, vous voyez? Mais 125 000 personnes peuvent vous dire que ce n'est pas le chiffre de Darty. Et 1000 points de vente, ce n'est pas non plus l'étendue de Darty. Donc, c'est un autre modèle. C'est à l'échelle américaine. 1000 points de vente, ça veut dire qu'ils sont partout sur le terrain. Si vous imaginez ça. Or, c'est ça, un des leviers clés de leur hérisson, c'est qu'ils sont près du terrain. Seulement, quand on est en 2012, l'entreprise est moribonde et personne ne mise sur son avenir. Pourquoi? Parce que Amazon arrive, etc. Et très clairement, le modèle est mort. Les gens vont acheter leur machine à laver et leur ordinateur sur Internet, ils ne vont plus du tout aller chez Darty l'acheter ou chez Best Buy. OK? Et le diagnostic que fait Hubert, je lis, c'est l'entreprise. Ce n'est pas qu'elle va mal, ce n'est pas une question de stratégie. Paradoxalement, on pourrait dire, mais oui, mais regardez, avec Amazon et avec tout ça, avec la vente sur Internet, ce modèle est dépassé. Il dit, OK, peut-être. Il dit, mais pourquoi l'entreprise va mal? Parce qu'elle n'est pas au rendez-vous des enjeux, mais elle a les ressources externes, internes. Il fait le diagnostic et il dit, mais cette entreprise, elle ne va pas si mal que ça. Elle manque un peu de chiffre d'affaires, elle manque un peu de marge, mais elle n'est pas moribonde.
Et donc, le sauvetage a lieu de 2012 à 2020. Ça va, je continue? Oui. Allez. Alors, quand quelqu'un vient voir Hubert Joly, je ne me souviens plus qui, il vient voir Hubert et lui dit « Hubert, toi, tu as déjà sauvé les wagons Lee Cook, donc il y a une entreprise qui est Best Buy et tu devrais t'y intéresser. » Il dit « Je ne vois pas pourquoi, ce n'est pas mon entreprise, ce n'est pas le même monde, je ne viens pas de ce monde-là, c'est le monde de la distribution, moi je ne connais pas, moi je suis dans le monde du service. » Et effectivement, je ne comprends pas pourquoi. Ses amis lui disent « Tu devrais t'y intéresser. » Il s'y intéresse et là, il a une révélation. Il dit « Mais cette entreprise, elle est faite pour moi. » Et c'est la même révélation qu'a eu Bertrand Martin quand on lui a proposé Sulzer. Vous connaissez l'histoire, hein? Donc, quand on lui propose Sulzer, il dit c'est la dernière entreprise que je vais diriger avant ma retraite. Il a 55 ans, il vient des chantiers navals de Saint-Nazaire et il est un peu en train, il explique, hein, c'est ses mots à lui, il dit, je suis un peu en train de pantoufler. C'est-à-dire qu'au fond, je suis en train de finir ma carrière et je sais qu'entre 60 et 65 ans, tranquillement, je vais finir ma carrière. Et on lui dit, mais pourquoi tu vas t'embêter dans une galère pareille? Parce que Sulzer, c'est moribond aussi. D'accord? Qu'est-ce que tu vas t'embêter? En plus, les chantiers navals, c'est compliqué. Les moteurs de bateaux, on n'en fait pratiquement plus. Qu'est-ce que tu vas t'embêter dans cette galère? C'est le cas de le dire. Et vous savez ce qu'il répond? Et c'est la même réponse qu'a fait Hubert Joly. Il lui dit, mais je ne veux pas finir ma carrière sans avoir vérifié que mes principes étaient justes. Je suis un profond humaniste, et les deux sont des humanistes, évidemment. Je suis un humaniste. Et en tant qu'humaniste, ayant vécu dans des entreprises plutôt pyramidales, plutôt parfois très centrées sur le profit, eh bien, ou la technique d'ailleurs, eh bien, je ne sais pas si une entreprise humaniste, ça marche mieux que les autres. Et j'ai envie de faire mon expérience. Et c'est ça. Alors, à partir de là, il commence à faire son diagnostic. Il va sur le terrain, diagnostic toujours sur le terrain, il le dit. Il va sur le terrain, et là, il commence à négocier avec les actionnaires. Et c'est pour ça que j'ai commencé par là, parce que tant qu'on ne négocie pas avec les actionnaires, ça ne marche pas le truc. OK? Donc, vous voyez, il négocie avec les actionnaires et dit le sauvetage et l'aventure vont durer plusieurs années. Donc, le fait de sauver l'entreprise en 6 mois, ça, il dit j'y crois pas, ça ne marche pas. Ça, c'est pas possible. Pas à l'échelle de ces enjeux-là. Deuxièmement, il dit non, je ne licencierai pas. La tendance naturelle, c'est de licencier, réduire les coûts et essayer de retrouver un peu de marge, mais par la réduction des coûts classiques. Il dit ça, pour moi, ça ne marche pas. Et l'expression qu'il utilise, c'est on ne part pas à la bataille avec une armée décimée et démotivée. Les licenciements viennent à la fin en dernier recours. Vous sentez le changement là? L'entreprise est en grande difficulté, il ne veut pas licencier une seule personne. Et là, si vous ne négociez pas avec les actionnaires, ils ne vous suivent pas. Donc, ils négocient avec eux. Okay. Et alors, le troisième truc, c'est qu'il négocie 2 choses avec les actionnaires. Vous voyez, c'est écrit. La première chose, c'est Milton Friedman a tort. Il avait tort. Tout le monde sait qui est Milton Friedman? Non. Qui a dit non? Christelle. Pourquoi? Parce que je ne sais pas. Tout simplement. Christelle, t'es pas seule. Moi non plus. Benoît ne sait pas. Moi non plus. Bon, bah écoutez, moi non plus, je ne savais pas. Enfin, en réalité, je le savais, mais je ne m'en souvenais plus. 57. Hein? Fiche 57. Voilà, fiche 57. Alors, pourquoi Milton Friedman était un Américain, prix Nobel d'économie dans les années 80, et très clairement, la pensée de Milton Friedman, c'est la finalité exclusive de l'entreprise, c'est de faire du profit pour ses actionnaires. Et il a reçu le prix Nobel, hein, et tout le monde a suivi. C'est pour ça qu'on a eu la logique financière depuis les années 80. Je ne dis pas que Milton Friedman est 100% responsable, mais il a quand même bien influencé le truc. Donc, écoutez bien, hein, je vous l'ai déjà dit, mais je le répète. La seule finalité d'une entreprise, c'est de faire du profit pour ses actionnaires exclusifs. Toute autre prise en compte des salariés, des clients, de la société est considérée comme du communisme.
voyez le truc, c'est fort quand même, non? C'est fort quand même. Vous vous rendez compte quand il dit ça? Alors, aux États-Unis, quand vous dites communiste, c'est pire que si vous avez dit terroriste. Il y a un truc, la pire insulte pour un capitaliste, c'est d'être traité de communiste. Et Milton Friedman le dit clairement. Donc, ça a tétanisé tout le monde. Donc, il dit, il a tort. La finalité d'une entreprise, c'est de nourrir les parties prenantes, que sont les actionnaires, les clients, les salariés, son environnement, et de nourrir et de contribuer à la société. Pourquoi? Parce que dans le contexte actuel, une entreprise ne peut pas prospérer si tout brûle autour d'elle. Ça vous parle ou pas? Oui. Oui. Donc vous sentez, encore une fois, le changement de paradigme. Donc quand on vous dit ah, il faut juste faire des profits et c'est à ça que ça sert, pour lui, ça n'a pas de sens. Et il le dit très clairement, Milton Friedman avait tort. Donc vous voyez, et il le dit aux actionnaires, il ne le dit pas aux salariés. Il va le dire aussi, mais il va le dire d'abord, il dit, est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parce que Milton Friedman, il parle pour vous. Il me dit à moi, il faut faire du profit pour vous, actionnaires. Si vous ne validez pas qu'il a tort, mais je ne peux pas y arriver. Parce que vous allez venir me confronter en disant, hé, hé, avant on avait 10% de retour sur investissement, sur l'action, là on n'a plus que 5%, il y a un malentendu. Donc je vous dis très clairement que l'entreprise Best Buy va travailler pour l'ensemble de ses parties prenantes. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Et enfin, quatrième élément de négociation, il dit, moi j'ai des convictions et j'ai des priorités. Ma vision d'entreprise, c'est en 1, l'humain, les personnes, en 2, l'activité et les clients, et en 3, les résultats économiques. Et c'est chronologique. Pourquoi l'humain, les personnes, les équipes, etc. en 1? Parce que ce sont eux qui créent l'activité et ce sont eux qui servent les clients. Et si les clients sont contents et que l'activité se développe, alors ça donne des résultats économiques. Oui, c'est une logique imparable, mais c'est chronologique. Si on commence par les résultats financiers, alors on s'intéresse le moins possible aux clients et on s'intéresse le moins possible aux personnes. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous voyez les exemples autour de vous? J'en ai énormément. Oui. Est-ce que ça vous parle? Oui. Il n'y a qu'une personne à qui ça parle? Non, moi je dis oui aussi. Oui, ça parle très clairement. Oui. Voilà. Ah, ça fait Merci, parce joli. que j'ai l'impression de parler tout seul, c'est pour ça. Mais C'est très non, particulier. Serge, C'est très on est particulier. là, on est On là. peut te dire que tu n'es pas tout seul. Hein. Merci. Super. Alors, Véronique, elle est partie. Non, elle est là. Alors, donc, on a parlé de la vision intégrale. Donc, lui, très clairement, il est dans une dynamique de vision intégrale. Ça, j'en ai parlé tout à l'heure. OK? Alors, maintenant, parlons un peu du dirigeant, puisque l'entreprise n'ira pas plus loin que son codir, qui n'ira pas plus loin que son dirigeant. Alors, qui c'est? D'abord, Hubert Joly. Bon, Hubert Joly, il a des influences et il n'est pas né de la dernière pluie. D'abord, il a beaucoup d'expérience. OK? Et notamment, il a l'expérience de 3 entreprises. Pardon. On n'a plus de son. On n'a plus de son, Serge, on ne t'entend plus. Il y a On plus n'a de- plus de son. Ah, Non. c'est parce que tu parles plus? Non, je ne parlais plus, mais ce que je ne comprends pas, c'est que… La diapo avec les entreprises. Non, j'ai oublié son expérience. Alors, dans le dirigeant, ses expériences, il vient de 3 entreprises. Hein, Hubert Joly, il a travaillé chez Wagon-Lee Cook, une entreprise de service. 2, qu'il a sauvé aussi. 2, il vient de McKinsey aussi. D'accord. Donc, c'est la logique consultant, grand groupe, conceptuel, très important. D'accord. Mais où on n'intervient pas vraiment. Ce n'est pas nous qui dirigeons l'entreprise, nous conseillons les dirigeants d'entreprise. Donc, c'est une posture bien particulière. Mais ce qui est intéressant, c'est la conceptualisation. Et 3, Vivendi, Universal, pas Universal, Vivendi, qui a été racheté par Universal. Et donc, il vient là aussi de l'entreprise, du monde des médias, etc. Et cette triple expérience l'a beaucoup aidé pour comprendre et mettre en œuvre ses convictions. Mais en vérité, ça ne vient pas de là. EDC, ça veut dire les entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Vous connaissez? Oui. Hein, donc,
C'est une association très riche, très, très chouette, où ils essayent de réconcilier les valeurs chrétiennes, humanistes la plupart du temps, avec le monde de l'entreprise. Et ce n'est pas si facile que ça, mais au moins ils se soutiennent, ils développent, etc. Bertrand Martin en faisait partie, Lénart, il n'en fait pas partie, mais il est très proche, etc. Donc vous voyez la culture, d'accord? Alors, ensuite, beaucoup de développement personnel, beaucoup de développement personnel, d'accord? Et l'homme clé de Hubert Joly, c'est Jean-Marie Descarpentry. Alors, Jean-Marie Descarpentry, c'est un copain de Lénart, moi je le connais, c'est un ancien de Rhône-Poulenc de l'aventure Godard, pour ceux qui en ont entendu parler, Engagement, Espoir, Rêve. Et ça fait des années qu'ils se côtoient et ils ont, voilà, ils cheminent ensemble, ils aident d'autres dirigeants, les dirigeants chrétiens, les dirigeants humanistes. Voilà, c'est ce mouvement-là, c'est cette mouvance-là. Donc son mentor, c'est Jean-Marie Descarpentry. Vous comprenez? Et comme Jean-Marie Descarpentry est l'ami de Lénart, le compagnon de route même de Lénart, donc forcément, quand Hubert Joly dit à la fin « Moi, je suis un responsable porteur de sens », vous voyez bien qu'il ne l'a pas inventé tout seul. Ça vous paraît clair? Oui. Donc, voilà, si on veut le comprendre, d'où vient Hubert Joly. OK? Je peux me permettre, Serge? Bien sûr. Je pense qu'aussi son échec, en tous les cas, ce qu'il a vécu comme un échec dans son passage à Vivendi, chez Vivendi, l'a beaucoup construit. Oui, exactement. Alors, j'avais préparé un super PowerPoint où les choses apparaissaient un par un. Au fur et à mesure. Ouais. Et là, visiblement, ça ne veut pas. Bon, on ne va pas en faire. Juste, je me permets, Serge, de rebondir aussi, c'est Benoît. Oui. En fait, les grands humanistes, on a aussi Mullier, qui est, après sûr. avoir déposé le bilan de 500 emplois, derrière cet échec, il a décidé de recréer des emplois. Et vous avez toute la colonie Mullier et la famille Mullier. Et on a ça aussi chez les Michelin. Enfin, on a des familles qui sont très tournées, notamment, je parlais des chrétiens, mais les Michelin sont à fond là-dedans. Et on a des grandes entreprises qui sont basées sur des échecs, des moments difficiles. Et c'est vrai que je pense qu'ils ont l'humain, à mon avis, est quand même présent. Après, c'est tellement tentaculaire qu'il y a certainement des contre-exemples dans leur groupe, mais au départ, souvent, il y a une histoire humaine derrière. Alors, absolument, tu as raison. Et ce qu'il faut comprendre, que moi, je connais bien la famille Mullier, parce que un de mes clients est un des Mullier. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des entrepreneurs, ce ne sont pas des capitalistes. C'est-à-dire qu'ils créent des entreprises pour l'entreprise elle-même. Ils ne créent pas d'entreprise. Alors, ils savent gérer leur argent, ce n'est pas la question, hein. Mais vous savez, vous connaissez cette histoire où l'entreprise américaine voulait racheter Auchan? Non. Donc, ils vont voir le fondateur d'Auchan, d'accord, qui est un des Mullier, bien sûr. Ils vont voir et ils lui disent, on voudrait racheter Auchan. Et l'entreprise américaine, c'est 10 fois Auchan. Hein, donc c'est pas... Et il dit, voilà, je suis venu racheter Auchan, dites-moi quel est le prix. Et il dit, bah, écoutez, d'abord, sachez que moi, je n'ai... c'est Gérard Mullier. Hein, et je n'ai qu'une partie d'Auchan. Je ne suis pas Auchan, parce qu'une autre partie est détenue par la famille Mullier. Mais moi, j'ai une partie d'Auchan. Et donc, vous pouvez me racheter ma partie, mais vous ne pouvez pas racheter l'autre partie. Alors, il dit, bah, écoutez, ça, je ne comprends pas cette logique, mais je suis prêt à regarder. Dites-moi ce qu'il faut faire pour racheter l'ensemble d'Auchan. Alors, il a dit, je vais vous expliquer quelque chose. C'est que je vais vous expliquer pourquoi je ne vais pas vous vendre Auchan. Alors, il dit, pourquoi? Il dit, c'est toujours une question de prix. Hein. Si on y met le prix, vous allez vendre. Il fait, non, vous allez me comprendre. Il dit, nous sommes des entrepreneurs, nous ne sommes pas des capitalistes. C'est-à-dire que si vous m'achetez Auchan, qui est l'entreprise la meilleure au monde, pour moi, mais il y a une quinzaine d'années, hein, l'entreprise numéro 1 au monde, pour moi, c'est Auchan. C'est parce que c'est mon entreprise, c'est notre entreprise. D'accord? Donc, si vous m'achetez l'entreprise numéro 1 pour moi dans mon cœur, qui est Auchan, vous allez me donner un gros paquet d'argent. Or, qu'est-ce que je vais en faire de ce paquet d'argent? Eh bien, j'en sais rien. Je ne sais même pas quoi faire de ce paquet d'argent. Je n'ai pas du tout l'intention de le mettre en bourse. Ça ne m'intéresse pas parce que je suis un entrepreneur. Et en tant qu'entrepreneur, ce qui m'a intéressé dans ma vie, c'était de créer Auchan et créer le reste, etc. Mais c'est ça, ça me passionne dans la vie. C'est pas de brasser de l'argent. Vous comprenez? Et c'est pour ça que je ne vous vendrai pas Auchan et que les autres non plus. Et il est reparti avec sa valise et pourtant, c'était un des numéros mondiaux de la grande distribution. Vous connaissez cette histoire?
Juste la petite anecdote, je le fais très rapide. Le fondateur de Decathlon, qui est finalement sa mère était une mulier, il s'appelle Michel Leclerc. Ouais. On a eu la chance de le faire intervenir et son histoire, c'est que sa maman, qui évidemment savait compter parce que c'était une mulier, lui a donné à l'âge de 6 ans un cahier avec 10 francs et il a acheté des poussins. Et il a fait fructifier ses poussins et il allait vendre ses poussins et il est devenu à 7 ans le petit garçon le plus riche parce qu'il pouvait s'acheter un vélo. Et un jour, sa mère lui dit « Mais tu fais quoi ?» Et il lui dit « Je vends des poussins. » Et là, dans la famille mulier, elle lui dit « Tu ne vends pas des poussins, tu vends de l'alimentation pour la famille. Tu dois prendre soin de tes poussins parce que tu prends soin des gens. » Et en fait, ça lui est resté. C'est-à-dire qu'il expliquait que la finalité de ces poussins, c'est les gens. Et Decathlon, il n'a jamais vu l'opportunité de vendre des vélos ou vendre des haltères. C'était permettre aux gens, au plus grand nombre, de faire du sport. Et moi, je crois que c'est sur la vision et l'ambition que ces hommes se construisent et attirent à eux des choses qui font sens par rapport à l'humain. Et donc, l'anecdote de ce monsieur, Decathlon, c'est énorme, hein, c'est gargantuesque. Hein. Et c'est parti d'une histoire de poussin. Et le vrai sujet, c'était de prendre soin de la famille parce qu'on vendait de la santé, quoi. Voilà la petite anecdote qui nous a été racontée par lui en personne. Merci, merci. Alors, je continue. Oui. Alors, donc, premièrement, je vais vous développer 3-4 axes. D'accord? Je ne vais pas vous refaire tous les concepts, mais vous avez 3-4 axes. 1, le sens. Le sens. 2, le management. D'accord? Et 3, le leadership. Ça va? Alors, la dimension du sens est premier, mais souvent, nous pensons, ou beaucoup pensent que le sens doit être unique. Qu'est-ce qui guide l'entreprise? Qu'est-ce qui l'inspire? C'est quoi le truc? Ben, il n'y en a pas. Là, je vous en ai mis au moins 5 ou 6. Derrière, il y en a encore 5 ou 6. Et c'est la convergence de ces 10 ou 12 éléments du sens qui crée le sens. Ça vous parle? Ça vous paraît clair? Hein? Et donc, si vous travaillez avec des entreprises, ce qui est important, c'est que le sens, on va le voir, ce n'est pas la stratégie, ce n'est pas les valeurs, etc. C'est l'ensemble de tout ça. Et donc, être porteur de sens, être générateur de sens, c'est prendre soin du sens à tous les niveaux logiques, notamment de l'arbre de vision. Ça va? Alors, premier élément de sens, il dit à toutes ces équipes et avec les actionnaires, il dit objectif numéro 1, sauver Buy Best. Sauver Best Buy. Je dis dyslexique, j'en regarde toujours. Sauver Best Buy. Ça, c'est l'objectif numéro 1. Bon, une fois que vous avez dit ça, vous n'avez rien dit, parce que évidemment, vous avez sauvé Best Buy. Hein. C'est ça le but. Et les gens lui demandent comment, et là, il fait la même réponse que Bertrand Martin. Il dit, il y a 2 indicateurs, développer les ventes, développer les marges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous arrêtez de suivre la kyrielle d'indicateurs, vous arrêtez au service fonctionnel d'envoyer dans les magasins des tas d'indicateurs sur la carte fidélité, sur le nombre de clients au mètre carré, vous arrêtez tout ça. Il n'y a que 2 indicateurs, développer les ventes, développer les marges. C'est de la croissance, mais il ne nous manque pas grand-chose, pour eux, il manque 20%. Donc, si on fait plus 20%, on y arrive. Mais c'est pas ça, c'est l'objectif, ça ne veut pas dire que ça va réussir. Alors, il dit ensuite, très clairement, et là, je vous invite vraiment en tant que coach à mettre l'accent là-dessus parce que c'est le cœur de notre métier, c'est nettoyer le logiciel des croyances. Est-ce que je vous ai mis le bon truc? En tout cas, ce que tu dis correspond à ce que tu nous présentes dans ton support. J'ai mis des titres en violet, bon, c'est pas grave. Ah. Alors, c'est pas grave. En 2, c'est le nettoyage des logiciels de croyance, du logiciel de croyance. Ça, c'est vraiment le cœur du métier de coach. Alors, bien sûr, là, il travaille sur 4-5 croyances clés. La première croyance, on l'a vu, Milton Friedman avait tort. Ça, c'est une croyance majeure. Si vous amenez ça dans… Et tout ça, c'est dans la boîte noire, vous voyez, c'est tout dans le logiciel, non conscient, non traité, non analysé. Vous comprenez? C'est comme si c'était évident. À quoi sert l'entreprise? À gagner de l'argent. Ben non, justement, c'est ça que dit, qui est en train de changer. Donc, Milton Friedman, c'est bon. Ensuite,
on a la deuxième croyance, le leadership du super-héros est terminé. On n'a pas besoin de Rambo, on a besoin d'animateurs d'intelligence collective. D'ailleurs, le Stanislas Desjoncker qui anime l'entreprise Probionov, c'est son titre. Il n'est pas marqué PDG, dirigeant, animateur de l'ensemble de l'entreprise. Alors, très intéressant, réinterroger notre rapport au travail. Donc là, vous connaissez bien, théorie MacGregor, X et Y. On est d'accord là-dessus? Oui. Alors, je reprends mes notes. Alors, la question est toujours la même, est-ce que l'homme est fait pour le travail ou l'homme n'est pas fait pour le travail? D'accord? Alors, la théorie X, l'homme n'est pas fait pour le travail, il faut le contrôler, etc. La théorie Y, l'homme est fondamentalement fait pour le travail parce qu'il va s'épanouir, il va se construire, il va rêver sa vie par le travail, avec le travail, pas par le travail, avec le travail. Donc, ça vaut le coup de proposer un cadre qui l'aide. Le travail participe à la quête de sens, d'accord, et notamment à sa mission sur Terre. D'accord. Alors, autre chose, l'argent n'est pas la vraie source de motivation. Alors là, ça aussi, c'est un cataclysme. C'est pas vrai que les gens travaillent pour l'argent. Ça n'est pas vrai. Bien sûr, on peut dire, oui, mais on a besoin d'argent pour vivre. Oui, ça c'est vrai, mais vous connaissez tous ces théories de la motivation où on s'aperçoit qu'à partir d'un salaire, les gens, vous pouvez les augmenter de 20%, ça n'a aucun effet sur la motivation. Bien sûr, si vous gagnez 1 000 € et que vous donnez 1 200 €, ça a un vrai effet, un vrai levier. Mais si vous gagnez 10 000 et qu'on vous donne 12 000, ça ne change rien du tout. D'accord ? Et alors, il raconte cette anecdote toute bête, enfin toute simple. Il va interroger son directeur commercial. Alors, le directeur commercial, très clairement, il dit, est-ce que vous pensez que monsieur, est-ce que vous pensez que tout le monde travaille pour l'argent? Et le directeur commercial dit, oui, j'ai une conviction, c'est que tout le monde travaille pour l'argent. Ok. Est-ce que vous travaillez pour l'argent? Il dit, bah non, moi je ne travaille pas pour l'argent, ça n'a rien à voir. Et il y a une majorité de gens qui pensent que tout le monde travaille pour l'argent. Vous comprenez? Par contre, quand on les interroge à eux, ils disent, bah non, je ne travaille pas pour l'argent, je ne me lève pas pour ça le matin. Intéressant quand même. Et autre chose, notamment, il dit les récompenses financières se trompent d'objectif parce qu'elles contribuent à la conformité et non à la mobilisation. Qu'est-ce que je dois faire pour gagner cet argent? Eh bien, je me conforme. Mais je ne suis pas dans la créativité, je ne suis pas pour prendre des risques, etc. D'accord? Et notamment, Bezos dit la même chose, le mec d'Amazon, il dit, je reprends sa phrase, boum, elle est où? Mince, je l'avais noté. Ah, voilà. Il dit très clairement, il y a deux choses qui nuisent à l'innovation, d'accord? C'est le perfectionnisme et le management par l'argent. Pourquoi? Parce que ça crée de la confusion, la conformité, et ça crée la peur de l'échec. Mais à aucun moment on a envie d'innover si on est managé par l'argent et par le perfectionnisme. Parce que le perfectionnisme, c'est le contraire du droit à l'erreur. C'est-à-dire le perfectionnisme, c'est pour être sûr d'être parfait, il faut faire plus de la même chose. Hein. Et si je ne veux pas, si je ne prends pas le risque d'être imparfait, alors je ne crée pas des choses nouvelles, hein, c'est clair. Hein. Donc vous voyez, c'est intéressant cette notion-là. Donc ça fait partie du logiciel des croyances. Et très important, le numéro 5, alors il dit sur le plan stratégique, être numéro 1 ou être numéro 2, c'est une perte d'énergie. C'est une perte d'énergie. C'est-à-dire que les gens ne sont pas mobilisés ou heureux parce qu'on leur a dit on est numéro 1, on est numéro 2, ça c'est dans la tête c'est un truc d'ego. C'est un truc d'ego dans la tête des dirigeants, mais pas du tout dans la tête des personnes. Ça vous parle? Oui. Et moi, j'ai repris après par rapport à nous, j'ai parlé, hein, j'ai témoigné de ça avec vous. C'est que souvent les gens nous disent en quoi vous êtes meilleur que les autres écoles de coaching? Et vous connaissez la réponse que nous faisons tout le temps? Non, on ne connaît pas. Je la connais pas. La réponse, c'est on n'en sait rien et ça ne nous intéresse pas. Oui. C'est parce que, on va le voir dans la notion The Best, hein, d'être meilleur, comme pour reprendre Collitz, la notion d'être le meilleur, c'est pas du tout d'être le meilleur numéro 1, numéro 2, machin, ça c'est de l'ego, rien que de l'ego et
voyez, les muscles. C'est inintéressant pour les équipes, inintéressant. Sur la durée, je parle, hein, pas sur un challenge. Et ce qui est intéressant, c'est l'inverse, c'est être le meilleur de soi-même. C'est ça dont parle Collins, être le meilleur de soi-même. Et donc, vous nous connaissez bien maintenant, modestement, imparfaitement, sans toujours y réussir, nous souhaitons faire le meilleur JBS. Et ce n'est pas facile. Mais déjà, voyez le chantier. Vous voyez le chantier, rien que pour moi, faire le meilleur Serge. Alors là, je peux vous dire, va me falloir 3 vies. Donc, vous sentez la chose. Oui. Tu t'en sors bien, Serge, tout va bien. Tu fais vraiment bien. Tu es modélisant. Tu es Il y a des boulots, modélisant. je t'assure. Alors, donc, vous voyez l'idée, être numéro 1, numéro 2, perte d'énergie. Donc, on s'en fout. Ça n'a pas de sens. On ne va pas mettre de l'énergie là-dedans. OK? Alors, numéro 3. Alors là, un élément de sens. D'accord? Un élément de sens énorme. La vocation, la raison d'être. Et lui, il appelle ça une cause noble. Une cause noble. Et je vous l'avais donné, la cause noble de Best Buy, c'est enrichir la vie de nos clients grâce à la technologie. Et c'est le fruit du hérisson. C'est-à-dire que ce n'est pas le truc qui est sorti d'un cerveau génial, c'est venu simplement parce qu'il a fait un travail d'intelligence collective en disant, mais quelle est notre cause noble? Celle pour laquelle on se lève le matin. Vous voyez? Par exemple, comment on va servir le monde? Alors, le monde, c'est nos clients, hein, ou la société, ou les collectivités locales, ou peu importe, la planète. On va servir le monde. Mais comment? Comment? Et ils disent, enrichir la vie de nos clients grâce à la technologie. Nous sommes que Best Buy. Nous ne sommes pas Mère Teresa, Martin Luther King. Nous avons juste 1000 points de vente avec des ordinateurs, des machines à laver, des lave-vaisselle, etc. Voilà. Par contre, on peut faire beaucoup pour aider les gens grâce à la technologie. Ça vous paraît clair? Et d'ailleurs, je vous donne le truc tout de suite. D'accord? Vous voyez, il n'a pas dit, notre raison d'être, c'est de vendre des produits ménagers pour les gens. Pas du tout ça. Enrichir la vie de nos clients grâce à la technologie. Okay. Et on va le voir dans la stratégie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vont basculer, ils vont aller ouvrir le champ stratégique et ils vont proposer un nouvel axe de développement en termes de service. C'est que je voulais raconter l'histoire des gens qui ne veulent pas partir dans les EHPAD. Non. Non. Pas moi, en tout cas. Alors, ils ont un service, là déjà, on est déjà au bout de la 6e année, hein, ou de la 5e ou de la 6e année. Là, ça dure 8 ans l'aventure, hein, mais ça continue évidemment. Au bout de la 5e, 6e année, ils commencent à penser développement. Mais développement, pas pour 1000 points, on fait 2000. Non. Ils disent, nous, on a un savoir-faire qui est extraordinaire. Comment améliorer la vie des gens grâce à la technologie? Et donc, ils font des recherches, grand large, je vous la fais court parce que ça a l'air simple, mais ça n'est pas du tout, c'est des années de recherche, des mois et des mois. Et à un moment donné, ils s'intéressent à un axe stratégique qui est les seniors. Et qu'est-ce qu'ils s'aperçoivent dans les grandes enquêtes sur les seniors? Il y a 3 populations de seniors. Il y a les gens qui sont en pleine forme, qui achètent des camping-cars, qui font le tour des États-Unis, et ils sont heureux, ils n'ont besoin de personne. D'accord? Et d'ailleurs, à part des iPads et des choses comme ça. Il y a la 3e catégorie, c'est malheureusement les gens qui n'ont pas d'autonomie, qui ont des problèmes de santé importants et qu'il faut mettre dans des EHPAD, dans des hôpitaux, dans des services spécialisés parce qu'ils n'ont pas la capacité à vivre seuls chez eux. Ça n'est pas possible. Et la 2e catégorie, c'est les gens qui sont entre les deux. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas complètement à 100% valides, mais ils ne sont pas du tout prêts pour aller dans les EHPAD. Et donc, il y a un espace où on peut aider les gens à cet endroit-là à rester chez eux, grâce à la technologie. Ça vous parle? Et donc, ils font des contrats d'accompagnement pour des personnes âgées et ils les équipent. Ils équipent le frigo, ils équipent les caméras avec leur consentement. Ce n'est pas Big Brother. Simplement, il leur faut rester connectés en permanence. Donc, ils leur mettent des capteurs partout. Je vous la fais courte. Et
ils ont des logiciels qui font qu'ils savent combien de fois le frigidaire est ouvert, si la personne se lève ou pas, si elle allume les lumières ou pas, etc., etc. Et il y a un conseiller, un accompagnateur personnalisé, c'est très important, qui les accompagne. Et donc, ils sont en continu, une hotline, en continu, une personne qui s'occupe d'eux. Et donc, s'il y a un des capteurs qui est au rouge, ils envoient un message. S'il y en a deux, ils appellent tout de suite. Monsieur, vous n'êtes pas levé aujourd'hui, vous n'avez rien consommé dans votre frigo, est-ce que ça va? Il dit, oh non, ça ne va pas, j'ai un peu de fièvre, je suis fatigué, etc. Est-ce que vous voulez qu'on vous envoie une infirmière ou un médecin pour venir vous voir? Moi, on ne va pas faire de diagnostic par téléphone. Et la personne, elle dit oui, elle dit non, parce qu'on peut vous envoyer une infirmière tout de suite, un médecin tout de suite. D'accord? Et évidemment, s'il y a un problème, on vous envoie une ambulance tout de suite. Vous voyez la sécurité qui crée autour de la personne? Vous vous rendez compte, la personne, elle est chez elle, elle est en sécurité. Elle a un problème, paf. Et donc, c'est un nouveau secteur. Mais vous voyez qu'en termes de stratégie, en termes de raison d'être, de cause noble, s'ils avaient mis, nous sommes des vendeurs du meilleur ordinateur et meilleure machine à laver, à aucun moment ils peuvent faire ça, parce que ça n'est pas dans leur stratégie. Or, s'ils sont dans enrichir la vie de nos clients grâce à la technologie, alors ils peuvent faire ça, ils peuvent faire plein d'autres choses. Ça vous parle? C'est pas le même monde. Ça ouvre le champ des possibles. Ça ouvre tous les possibles. Alors, ensuite, est-ce que c'est une question, est-ce que c'est passé finalement d'une logique de produit à une logique de produit et service? Les deux, bien sûr, tu as raison, complètement, voire même une logique de service exclusif. Oui. Le produit est annexe, ils ne vendent plus un produit. Eux, ils installent les petites caméras, les capteurs, etc., mais le client, il s'en fout. Il n'est pas venu acheter 4 caméras et 3 capteurs. Il est venu acheter de la sécurité, mais mieux, il n'est même pas venu acheter de la sécurité. C'est loué, hein, c'est pas d'acheter. Il est venu acheter le fait de vivre chez lui en sécurité. C'est quand même chouette, non? Oui. Serge, je peux me permettre, c'est Benoît. J'ai deux exemples sur le sens. On a tous connu, tout l'univers, en tout cas pour les plus anciens que nous, ils vendaient des livres. Oui. Voilà, bon, ça s'est écroulé parce que leur métier, c'était de produire des livres, des encyclopédies. Ils n'ont pas vu le virage venir. Vous avez Kodak Fujifilm qui, pour eux, développaient des films pellicules et qui se sont plantés, ils n'ont pas vu le numérique. Et il y a une boîte qui existe depuis 1860 qui s'appelle Nintendo. Nintendo, elle, a toujours évolué. Au début, ils faisaient des cartes de jouets pour faire jouer des cartes de jeu. Après, ils ont fait des consoles. Après, ils ont fait dans Internet. Nintendo, vous savez, ils ont fait on cherchait des Pokéballs là, dans les rues avec le digital. En fait, Nintendo n'a jamais vendu un produit. Ce que Nintendo a toujours vendu, c'est faire jouer les humains ensemble. Et sur cette vision de faire jouer les humains ensemble, ils n'avaient plus de limites. Et aujourd'hui, si on regarde les entreprises qui durent et qui perdurent, elles ont, exactement comme ce que tu es en train de nous présenter, elles ont une cause qui ouvre et non pas qui ferme. Voilà, c'était pour vous partager ce truc qui, du coup, résonne en moi par rapport à ce que tu dis. L'entreprise a une cause qui est plus grande que de vendre des livres, de vendre des pellicules, de vendre… Voilà. Très bien. Et dans le hérisson, parce que ça c'est tiré du hérisson de Collins, tu as raison, dans le hérisson, vous vous souvenez, c'est les besoins et les aspirations du monde. Ce n'est pas les produits et les services, c'est les besoins et les aspirations du monde. Vous voyez, c'est même pas la demande explicite, c'est la demande latente, c'est les besoins implicites, c'est les aspirations du monde. Et c'est là qu'est le cœur du hérisson. Et c'est ça qu'il met en œuvre. Mais il est très fan de Collins. Hein. Alors, autre élément de sens, donc on a vu l'objectif, les indicateurs, le nettoyage du logiciel des croyances, vous voyez, ça donne du sens tout ça. La cause noble, et le quatrième, c'est ses convictions. Ses convictions, c'est quoi? C'est l'humain en 1, l'activité en 2, le résultat économique en 3. Hein, on en a déjà parlé, ça vous paraît clair? Oui. Donc, il donne ces messages-là, tout ce que vous voyez, il les donne à 100% de ses équipes, y compris le CODIR. J'allais dire, vous voyez, 100%, c'est là-dedans. Ça va? Mais ce n'est pas tout. C'est pas tout.
Je crois que je me suis trompé. Je suis désolé, j'arrête le partage. Je crois que je me suis trompé de PowerPoint. Il est toujours juste, mais il est partiel. J'espère que je ne l'ai pas. Si c'est ça, c'est la cata. Je vais refaire redémarrer mon ordinateur. Il me semblait l'avoir. Ah non, le voilà. Super. J'ai eu peur. Là, vous n'avez jamais fait ça, quand vous perdez votre document, vous avez fait toute l'après-midi? Tout le temps, Serge. Tout le temps. Probablement d'habitude. J'ai paramétré un enregistrement automatique régulier. Ça sert à ça, les outils. Alors, je repartage. Voilà, je suis désolé. Donc, on en était là, d'accord? Vous voyez, je vous avais mis l'ordre. Alors, maintenant, donc, on a vu le sens, mais il va continuer le sens pour le management. D'accord? Alors, là, très clairement, ça vous rappelle des choses. Le management et les managers sont portés par des valeurs et des principes. Ça vous rappelle la vision? Et je mets les petits bonhommes, c'est les managers, et le codir, c'est les managers. Tout ça, c'est les managers. OK? Alors, les valeurs, ça guide et ça inspire. Quelles sont les 3 valeurs de Best Buy? Autonomie, bienveillance, confiance. Ça vous rappelle des choses? Vous voyez? Ça marche. Alors, les principes de management: favoriser le respect en honorant l'unicité de chaque personne, accompagnement sur mesure, respect, et un cadre sécurisant, conteneur, et transparent pour bâtir la confiance. Intéressant. Encourager la vulnérabilité, donc le droit à l'erreur, développer une dynamique de collaboration et de coopération, donc le nous, et garantir, pour eux c'est très important, de garantir la diversité et l'inclusion, c'est-à-dire qu'ils sont aperçus, ils ont fait une enquête sur les 1000 points de vente, d'accord, ils sont à l'image de la société américaine. Ils étaient à l'image de la société américaine, c'est-à-dire que si vous étiez noir, une femme ou un latino, vous aviez moins de chances de monter dans la hiérarchie, et alors au conseil d'administration, il n'y en a plus un. D'accord? Et ils sont aperçus, ils ont dit c'est pas OK, parce que nos clients, c'est pas ça. Nos clients, c'est la diversité de l'ensemble des citoyens américains, et nous ne sommes pas en miroir de cette diversité. Donc, on va garantir la diversité et l'inclusion. Ils ont fait une opération énorme, qui a duré plusieurs années, pour faire monter des femmes, des hommes, y compris des Indiens d'Amérique. Très important. Et là, le clou sur le marteau, le « et » plutôt que le « ou ». Donc, arrêtez de penser ceci ou cela en termes de management, le « et » plutôt que le « ou ». Ça vous rappelle des choses? Et ça, c'est vous qui le dire, moi, j'en entends rien. Ensuite, on continue. Donc, vous voyez, des éléments de sens. Alors, au quotidien, ça veut dire quoi? Parce qu'il faut manager. On reprend les valeurs. C'est très important, le couple valeur, cause noble. On dirait valeur, vocation, mission. Ça va? Si vous prenez l'ordre de vision. Ce couple est très important, plus les principes, mais ce couple-là. Pourquoi? Parce qu'il dit très clairement, si vous êtes dans les valeurs, si vous êtes dans la cause noble, quoi que vous fassiez, vous aurez du soutien. Quoi que vous fassiez.
si vous êtes dans les valeurs ou si vous êtes dans la cause noble, aider la vie des gens grâce à la technologie, l'autonomie, la bienveillance, la confiance, vous aurez 100% du soutien de vos managers, du soutien de votre direction, du soutien de votre codir. Donc, les objectifs opérationnels, c'est une chose. Ça, c'est le dernier truc, c'est le troisième. Ça vient grâce à la satisfaction et l'enchantement client et les personnes et les équipes. Mais si vous vous posez la question que faire, allez là-dedans. Voilà. Alors, que faire au quotidien? Là, il commence à tirer parti de l'expérience. Parce que là, ça ne s'est pas fait en 3 mois, l'histoire. Elle s'est faite en plusieurs années. Et à chaque fois, il tire parti de l'expérience. Il crée quelque chose de nouveau. Mais c'est densifié, c'est solide, c'est des strates, vous comprenez? Il rajoute des strates aux strates, mais des strates qui font des racines solides, un terreau solide, des activités solides. D'accord? Alors là, il propose 3 choses à ses managers qui disent, on fait quoi concrètement? Il dit, vous ne savez pas quoi faire? Ben, on va vous le dire, vous allez voir ce que vous allez faire. Vous allez faire des animations stimulantes et génératrices de sens. Démerdez-vous, mais vous devez être des managers qui animent de façon stimulante et génératrice de sens. Je ne sais pas ce que vous allez mettre là-dedans, mais débrouillez-vous. Vous sentez que c'est différent de dire il faut faire plus 5% et débrouillez-vous? Ce n'est pas le même monde. C'est pas le même monde. Alors, on passe au 2e niveau. Et là, c'est les managers qui ont créé ça. Lui, il n'a rien dit, ni son codir. La question clé du management et des équipes, c'est quel est ton rêve? Quel est ton rêve? Pas qu'est-ce qui te motive? Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu veux? Non, 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 non. Quel est ton rêve dans la vie? Et il cite cet exemple qui est absolument magnifique. Cette jeune femme qui vient de quitter ses parents et qui a 25 ans et qui habite en colocation avec une collègue, une amie. Et elle dit, moi, mon rêve, c'est l'indépendance. J'aimerais avoir mon propre appartement pour vivre ma propre vie. Vous voyez, c'est pas, elle ne souhaite pas gagner au loto. Et là, la clé, c'est que tout son entité, là c'est un magasin, tout le magasin se mobilise pour l'aider à réaliser son rêve. Alors, à votre avis, comment ils ont fait? Ceux qui connaissent la réponse, vous ne le dites pas. Comment ils ont fait? Je ne sais pas, ils ont pu mettre à son service leur potentiel, leurs idées, créer, je sais pas, ce qu'ils savent faire, pas forcément au milieu professionnel, mais s'ils bricolent bien, je ne sais pas, des idées comme ça. Ouais, ok. Comment ils ont fait? Ils ont fait peut-être appel à leur réseau pour l'aider à trouver un logement adapté à ses moyens, par exemple. Très bien, ok. Ce n'est pas les bonnes réponses, c'est les bonnes options, mais ce n'est pas la réponse. C'est pas ce qu'ils ont fait. Mais c'est des bonnes options. Ils ont cofinancé. Cofinancé, très bien. L'entreprise cofinance, d'accord? Ok. Ils ont viré la coloc. Ils ont envoyé un tueur à gages. Elle s'appelait Sarah Connor. Ils l'ont hébergé dans un magasin. Ils l'ont hébergé dans un magasin, c'est ça, voilà. Ils l'ont construit. Ah, c'est ça? Ouais, non, ils ont passé tout le week-end. Il y a une émission comme ça qui est américaine d'ailleurs. Tout le monde ramène ce qu'il a à la maison et construit, et on a tous un reste de carrelage, de murs, de… Alors ça, c'est de la solidarité, et ils font ça avec les gens qui ont perdu leur maison. Et paradoxalement, ils ont fait ça avec toutes les équipes Best Buy du Costa Rica quand il y a eu le tremblement. Ouais. Il y avait 3-4 Best Buy là-bas. Et toute l'entreprise s'est mobilisée, a mis des avions, a reconstruit, a fait venir les gens avec leur famille parce qu'ils étaient en difficulté, ils n'avaient plus rien, etc. Bref, toute l'entreprise s'est mobilisée pour sauver tout le système des acteurs de Best Buy Costa Rica. Mais ce n'est pas ça du tout. Ça, on parle de solidarité, c'est très important. Non. Et ils l'ont fait pas, et justement, ils ne l'ont pas fait dans le sauvetage. C'est ça qui est merveilleux. Ils lui ont fait un prêt. Ils lui ont fait un prêt à taux zéro. Non, 0,1. Pour que ce soit du sauvetage, une espèce de microcrédit.
Alors, je vais vous dire comment ils ont fait et vous allez comprendre le principe. C'est que c'est pas. Après, il y a 1000 façons de faire et toutes sont OK. Mais il y en a qui sont quand même dans le sauvetage et il y en a surtout encore, qui vont être injustes. Tu vois? C'est-à-dire parce qu'il faut pouvoir le faire pour toute l'entreprise puisque c'est un système juste. Okay. Imaginez, vous lui faites prêter de l'argent, elle a son appart, mais tout le monde va vouloir de l'argent pour acheter sa maison, alors vous prêtez à tout le monde. Vous n'êtes pas un bailleur de fonds, vous n'êtes pas une banque, vous êtes Buy Best. Best Buy, pardon. Donc, vous pouvez pas, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire parce que vous n'êtes pas, encore une fois, un magicien. Je vous rappelle que c'est l'histoire de l'important et de l'essentiel. Son rêve pour cette personne, c'est essentiel. Pour elle, c'est l'indépendance, la liberté. Elle va pouvoir peut-être construire un foyer, etc. Donc, c'est très important, mais c'est son essentiel, ce n'est pas son important. Son important, c'est ce qui se passe dans Best Buy. Ça va? Et comment ils vont mettre l'important au cœur de l'essentiel et l'essentiel au cœur de l'important? Ça vous rappelle des choses? Alors, ça m'a marqué cette histoire. Je me dis, bon Dieu, mais ils ont vraiment compris ce qu'était un système sain. Cette personne, elle a un rêve. Évidemment, il regarde son salaire, elle n'a pas les moyens du tout d'avoir son appart. C'est pour ça qu'elle est en colocation. Elle n'a pas les moyens. Et alors, ce qu'ils vont faire, il dit, si c'est ton rêve, alors on va tout faire pour que tu aies les moyens pour satisfaire ton rêve. Ouais, ça y est. Vous comprenez le truc? Donc, on va te faire un plan de carrière de 2 ans, après je rentre dans le contenu, de 2 ans, où tu vas monter en compétences, tu vas avoir le choix entre 3 ou 4 postes différents, mais chaque poste peut t'amener potentiellement à ce salaire, et avec ce salaire, tu pourras te payer ton appart. Est-ce que vous voyez la différence? Vous voyez comment c'est pas du sauvetage? C'est-à-dire qu'il l'aide à réaliser son rêve extérieur par une carrière intérieure. Ça, c'est en leur pouvoir. À votre avis, alors ça a marché évidemment, à votre avis, la personne, elle a réussi et elle est motivée ou pas? Pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Et à votre avis, parce que la clé, c'est pas ça du tout. Allez, c'est pas ça du tout. La clé du truc, c'est que tout le monde se motive pour ça. Tout le monde va aider, elle s'appelle Sarah, je crois, tout le monde va aider Sarah à réaliser son rêve. Il la forme pour qu'elle ait le poste, tu vois, et il célèbre l'appartement. C'est comme si, c'est ça l'holomorphisme, vous comprenez? Le tout est dans la partie est dans le tout. C'est-à-dire, ton rêve, c'est mon rêve. Et en t'aidant, je m'aide moi-même. Et c'est pas chacun pour soi et chacun se débrouille pour avoir de l'argent. Je vais t'aider à réaliser ton rêve parce que seul, tu n'y arriveras pas. Ça vous paraît clair? Parce que je sais que toi, tu vas m'aider à réaliser mon rêve. On est autre chose que des objectifs opérationnels. Troisième point, ils se sont aperçus que c'était le plus puissant, c'était de raconter des histoires. Ce qui est le plus inspirant, le plus stimulant, c'est de raconter des histoires. Alors quand ils disent comment on pourrait faire pour améliorer tel magasin, il n'y a personne qui vient en disant voilà la liste de ce qu'il faudrait faire. Personne. Ils vont chercher les best pratiques et il y en a 10 qui parlent. Moi je m'appelle John, je suis dans le Minnesota, voilà ce que j'ai fait pour améliorer le magasin. Et moi je m'appelle Maria, je suis dans le Dakota, voilà ce que j'ai fait pour améliorer le magasin. C'est tout. Et sur le site, il y a les 10 personnes qui parlent. C'est tout. Il n'y a plus de formation, plus rien. Ça vous parle, ça? C'est autre chose. Oui. Prenez le truc. Les gens, ils sont fiers. Et c'est la filière pour développer l'entreprise. Donc, on arrête avec bilan, machin, mesure et tout ça. C'est fini, tout ça. Et alors, je vais vous dire, la clé, c'est ça. Ils ont supprimé les entretiens d'évaluation. Incroyable. Ils ont supprimé les entretiens annuels d'évaluation en disant ça ne leur sert à rien. Ils ont décidé pour eux-mêmes, ils ne disent pas, encore une fois, c'est pour eux-mêmes, ils n'en font pas un credo pour l'ensemble des entreprises. Ça, c'est à la fin, c'est mieux au bout de 5 ans. Au bout de 5 ans, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on en a à faire des entretiens d'évaluation? À quoi ça sert de remplir des grilles, des machins, des trucs? Ça ne nous sert à rien. On s'en fout en plus. On est libre, donc on s'en fout. Par contre, nous avons trouvé la clé. La clé de la croissance, c'est les personnes d'abord. Les employés first, comme dirait Nayab Nayab. Donc, chaque entretien, les entretiens sont supprimés et c'est remplacé par 4 temps de conversation tous les 3 mois. Le manager, soit avec l'équipe, soit avec la personne, discute. Il a une conversation sur les buts, le progrès, le développement
explique-moi, comment tu as envie de te développer? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Quelle expérience tu as envie de vivre? Comment tu vas acquérir des nouvelles compétences? Allez, et on regarde si c'est possible. Eh ben, je voudrais, je sais pas, je voudrais aller voir au service commercial ce qui se passe. Je voudrais aller passer une semaine au service marketing pour comprendre comment les produits sont choisis. Allez, on organise ça dans les 2 mois, tu vas au service marketing. Passer une semaine. Oui, ça paraît simple, hein? Ça paraît simple. Et c'est aussi simple que ça. Ça va, ça vous paraît clair? Oui. Donc, le sens. Le management. Vous voyez que les managers, ils savent comment manager. Il n'y a plus besoin de leur faire tous les cours de management, c'est terminé tout ça. D'accord? Donc, ils ont toutes les clés pour manager. Mais ce n'est pas miraculeux, il n'y a pas une solution. Il n'y a pas le principe du management qui englobe tout ça. Il n'y a pas. OK? Alors, là, très important, on va venir à l'affaire de l'équipe de direction. Ça, vous le connaissez parce qu'on en a parlé ensemble. Le travail sur le CODIR est très spécifique. Et le travail sur le CODIR, si vous accompagnez les CODIR, il faut travailler sur les 4 niveaux en même temps. Je vous explique les 4 niveaux? Oui. Alors, la première chose, je vous rappelle que le CODIR est l'instance, le système qui dirige l'entreprise. OK? Donc, pour diriger une entreprise, il faut se centrer sur les enjeux de l'entreprise, pas les enjeux du CODIR ou les enjeux du dirigeant, on s'en fout. C'est second. Les enjeux de l'entreprise. C'est quoi les enjeux de l'entreprise? Ce qui est en jeu. La pérennité, la transformation identitaire, les valeurs, bref, qu'est-ce qui est en jeu? D'accord? On voyait bien que c'était la pérennité, mais aussi la transformation. D'accord? Et le changement managérial. Alors, à partir de là, une fois que vous avez travaillé sur les enjeux, c'est chronologique, hein, très important. Hop, quel CODIR pour faire face à ces enjeux? Et là, le modèle, vous l'avez. C'est-à-dire qu'il faut moins de collections d'individus et plus d'équipes solidaires et d'équipes performantes. C'est ça le modèle du CODIR qui ont besoin par rapport aux enjeux. À partir de la 3e étape, quels dirigeants nous avons besoin, nous, entreprises, pour faire face aux enjeux de l'entreprise et construire un CODIR. Et là, vous avez la clé aussi, moins de donneurs d'ordre et plus de managers ressources et de responsables porteurs de sens. Et enfin, 4e étape, quelle relation entre ces membres, c'est-à-dire comment nous coopérons entre nous, comment nous travaillons entre nous, indépendamment du dirigeant. Vous faites ça, vous faites ces 4 étapes, vous construisez un CODIR. Est-ce que certains l'ont fait? Oui. Qui, oui? Rémi. Ça marche? Oui. Ah, merci. Ça vous parle? Ça va? C'est OK? Oui, mais il faut que la personne qui devient dirigeant ou gente, ce ne soit pas n'importe qui non plus. Oui. En termes d'exemplarité, en termes de valeur, en termes d'humanisme, en termes de développement personnel. Oui, bien sûr, absolument. Et est-ce que tu veux que je te redise pourquoi Hubert Joly a pu faire cela? Parce qu'il est Hubert Joly. Non, pas du tout. Non, des Hubert Joly. Oui, parce qu'il a fait du développement personnel, qu'il a fait... Bien sûr, Et oui. exactement. C'est-à-dire qu'il a fait du développement personnel, c'est-à-dire qu'il a été confronté, il a été remettre en cause, c'est intéressant dans le livre, pour ceux qui l'ont lu, c'est comment il explique, comment il remet en cause ses croyances. D'accord? Comment il nettoie son logiciel de croyances, il le fait croyance par croyance. D'accord? C'est merveilleux à voir. Et il rencontre des gens, et il écoute, et il va voir, et il dit, ah non, et comme il vient du grande école, je crois que c'est HEC de mémoire, oui, c'est HEC, à chaque fois, il se dit, mais putain, on m'a menti, quoi. On m'a raconté des carabistouilles depuis que je suis tout jeune. Depuis que je suis tout jeune, je me suis fondu dans cette culture-là, de l'entreprise qui fait du profit, de l'homme providentiel et super-héros, de l'argent qui guide le monde. Je me suis fourvoyé là-dedans, j'y ai cru. Eh bien, je suis désolé, mais c'est pas vrai. Ça marche. 50 ans, je m'aperçois qu'on m'a menti. On m'a raconté des histoires. Et il a fallu que je m'en rende compte par moi-même, que je fasse un chemin de développement personnel, de nettoyage de mon conditionnement. Et il le dit, 10 ans avant, je n'aurais pas dit ça.
10 ans avant, j'aurais dit exactement le contraire. La finalité d'une entreprise, c'est de faire du profit pour les actionnaires. Tout le reste, c'est du communisme. Je l'aurais dit il y a 10 ans. Et là, je m'aperçois que non seulement je ne le dis plus, non seulement je dis le contraire, mais j'ai la conviction que je me suis fourvoyé, qu'on m'a raconté des conneries. On m'a raconté des erreurs. Ce n'est pas vrai. Et donc ça, c'est le développement personnel. C'est le chemin personnel de conscience, de tester le réel et de faire son « je suis » et je ne laisse plus le monde me définir. J'ai mes propres convictions. Et si je suis le seul à mettre en œuvre ça, je m'en fous parce que je suis le dirigeant de Best Buy, je suis le dirigeant et j'ai à sauver Best Buy. C'est mon seul credo. Et je vais le mettre en œuvre avec mes nouvelles convictions, mes nouvelles valeurs et mes nouvelles croyances. Elle n'est pas belle la vie? Et moi, je peux vous dire, ça fait 40 ans que je crois à ça. Et je viens d'une SCOP. J'ai été dirigeant de SCOP. Je suis rentré dans la SCOP en 83. Je m'en rappellerai toujours, ou en 82. Je m'en souviens plus. 82 ou 83. Bref, ça fait 40 ans. Je rentre dans la SCOP. Je suis ouvrier. D'accord? Ouvrier. Et je travaille. Les gens viennent me voir et viennent me dire « Serge, tu pourrais t'arrêter de travailler, on a une réunion de toute la SCOP pour parler. » Je dis bah, « D'accord, je te remercie, mais moi, je ne suis pas coopérateur, je ne fais pas partie de la SCOP, au sens je ne suis pas actionnaire d'entreprise, je viens juste de rentrer. » Il dit « Ce n'est pas la question c'est que tout le monde est potentiellement coopérateur, tout le monde peut parler. » Là, pour moi, on m'aurait amené au 7e ciel, on ne m'aurait pas aidé autrement. Je m'assois et j'écoute, et les gens parlent, et plusieurs personnes me disent « Serge, t'en penses quoi ?» Et là, je me souviendrai toujours, j'ai eu un temps de blanc, et je dis « Je crois que c'est à moi qui parle. » Je crois qu'il me demande de répondre. Il doit certainement y avoir un autre Serge, comme on était 25, il n'y en avait pas, mais c'est à moi. Et bien, il a fallu que je fasse répéter, je dis « Mais tu me demandes mon avis. » Mais je n'ai pas d'avis parce que je ne savais pas qu'on peut me demander mon avis. Et à partir du moment où j'ai compris ça, j'ai commencé à donner mon avis et à aider. Et là, je me suis dit, c'est pas vrai ça. Je m'aperçois que je n'ai pas de patron. Stop, c'est à nous. Je vais être un jour coopérateur, je vais être actionnaire de l'entreprise, mais il n'y a pas de patron. Il y a un directeur, parce qu'il faut un directeur, un gérant, et qu'il a été élu par nous. Et là, à partir de là où j'ai compris ça, je ne me suis plus posé qu'à la question de la hiérarchie. Je me suis posé la question de qu'est-ce que je pouvais faire pour améliorer l'entreprise. Et je me vois le soir, des fois je faisais des heures supplémentaires non payées, où je nettoyais les films, juste pour qu'ils soient beaux et propres. Je peux vous dire que dans les entreprises patronales, que jamais j'aurais fait ça à 5 heures, je me barrais comme à 5h01, j'étais dehors. Et là, j'ai compris ce que c'est que les hauts niveaux d'engagement, de motivation, les hauts niveaux de sens, quand il n'y a plus de hiérarchie qui te dirige. Je ne dis pas qu'il faut la supprimer, mais l'autocontrôle, c'est le levier le plus puissant. Alors, dernière chose, ça va? Non, c'est pas ça. Hop. Oui. Je dois vous laisser. Merci Serge, merci à tous. Avec plaisir, Catherine. Bonne soirée. Moi aussi, malheureusement. Merci, à bientôt à tous. Merci Serge infiniment. Avec plaisir, avec plaisir. À bientôt. Alors, je reviens juste sur le rôle du coach, ça vous va? Alors, vous voyez, quel est le rôle du coach? Alors, c'est intéressant parce que le coach accompagne, évidemment, et là, la première chose, c'est la vision intégrale. C'est-à-dire que ça doit être complètement inconscient, introjecté, intégré, et même non conscient. Je ne vois que des systèmes entre eux, et je ne sais pas où je suis, je ne sais pas avec qui je vais travailler, mais pour moi, il n'y a qu'une seule réalité, c'est l'Amazonie. C'est-à-dire, il y a des fleuves, il y a des courants, il y a des animaux, il y a des territoires, il y a des pays, il y a un climat, et tout ça, il n'y a qu'une seule réalité. Et donc, si j'accompagne Best Buy, il n'y a qu'une entreprise Best Buy avec un codir, avec des 1000 points de vente, avec un dirigeant, mais tout ça, c'est la même réalité. Et j'ai cette vision-là. Je ne suis pas le coach juste du magasin numéro 44 du Minnesota ou du Darty de Auchan Saint-Priest. J'ai la vision globale, la vision intégrale.
Donc, la question que je dois me poser, c'est que j'accompagne qui? Est-ce que j'accompagne l'entreprise, donc le codir, donc le dirigeant? Et à ce moment-là, je ne suis pas tout seul. Est-ce que j'accompagne le codir et le dirigeant? À ce moment-là, je peux faire seul, mais à deux, c'est mieux. Est-ce que j'accompagne que le dirigeant? Coaching individuel, il vient dans le bureau de JBS et on travaille. Et on travaille sur les enjeux, et on travaille sur comment il construit le codir, et on travaille sur comment il nettoie le logiciel des croyances, comment il il nourrit les valeurs et le sens, etc. C'est ça un coaching individuel. Et surtout, comment il nourrit son développement personnel et son sens existentiel. À quoi ça sert d'être dirigeant pour toi? Pourquoi tu es dirigeant de Best Buy? Pourquoi? Pour faire quoi? Pour faire du fric, pour faire du profit. C'est ça ta raison d'être sur Terre. À la fin de ta vie, quand tu vas mourir, les gens ils vont te dire « Oh, qu'est-ce qu'il était bien ce dirigeant, il a fait plus 12% en 2019, c'est quand même quelque chose. » Je ne sais plus qui disait « Jamais quelqu'un sur son lit de mort a regretté de ne pas avoir gagné assez d'argent. » Ce n'est pas un indicateur de réussir sa vie. J'ai gagné 10 000 $, j'aurais pu en gagner 12 000. Jamais personne n'a fait cela. Donc, avec qui je travaille? Avec qui? Le qui est en premier par rapport au quoi. Quels sont les acteurs que je vais accompagner pour générer du sens, pour générer une vision, et comment je vais m'y prendre? Intelligence collective, coopération, levier, etc. Tout ce qu'on a appris dans CT. Est-ce que ça vous parle? Alors, j'arrête le partage. On revient à vous, que je n'ai pas beaucoup vu, mais maintenant j'aimerais bien vous voir. Et je vous propose d'abord de remettre vos caméras, si vous êtes d'accord, et de dire en quoi vous faites des liens avec CT, en quoi ça vous aide, ne serait-ce que pour ceux qui vont passer leur examen, pour ceux qui se nourrissent de CT, etc. En quoi ça vous aide? Ça m'intéresse. Je vais bien prendre la parole. Vas-y, Clément. J'ai fait un lien avec le concept, grâce à ce que tu as dit, les 3 états du moi, quand tu parlais du management au quotidien. Ouais. Quand le manager doit parler du rêve, de l'histoire et au fond